Amis guitaristes, bonjour et bienvenue dans l'atelier de Tomko. Aujourd'hui, on va encore parler de lampes électroniques. Si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo sur le sujet et que vous ne savez donc pas comment une lampe fonctionne, jetez un coup d'œil, je vous mets le lien en description. Pour les deux du fond qui n'ont pas suivi, on rappelle que globalement une lampe électronique, ça nécessite une tension assez haute et donc dangereuse. Qu'il y a plusieurs types de lampes. Les diodes sont souvent utilisées pour le redressement, donc les circuits d'alimentation. Les triodes et les petites pentodes sont utilisés pour les petits signaux, donc la préamplification. Et les pentodes un peu plus costaudes et les tétrodes sont utilisés souvent en puissance. Et du coup, là c'est la côté puissance de votre ampli si vous voulez. Dans cette vidéo, je vais globalement faire un petit tour d'horizon des différentes lampes qui existent sur le marché pour vous expliquer les différences, histoire que vous soyez pas trop perdus sur « mais je comprends pas, pourquoi est-ce que ça marche et pas ça, etc. » Tout d'abord, un petit disclaimer, je ne suis pas responsable si vous faites n'importe quoi avec vos amplis. Je le dis tout de suite, si vous n'êtes pas technicien qualifié, vous ne savez pas comment fonctionne votre amplificateur. N'essayez pas de le bidouiller, n'essayez pas de remplacer des trucs n'importe comment. La seule chose que vous pouvez faire, de temps en temps, si c'est nécessaire, c'est remplacer les lampes de préampli. Ce sont globalement les seules que vous pourrez remplacer sans problème. Les autres nécessitent de voir un technicien si vous ne savez pas faire. Parce que les lampes de puissance, il faut régler leur bias. Si vous ne le faites pas, vous risquez de détruire les lampes ou des composants dans votre ampli, voire pire, foutre le feu à votre baraque. Donc évitez si vous ne savez pas ce que vous faites. En cas de doute, n'hésitez pas à aller voir un technicien qualifié, quelqu'un qui sait bosser sur des amplis à lampe. Ça sera quand même moins dangereux. Les premières lampes dont je voudrais vous parler, ce sont les lampes de préamplification. Et si vous êtes curieux, ça ressemble à ça. Je vais vous le montrer, je vais vous mettre des photos aussi. Là, vous avez par exemple une petite pentode EF86. Ça, c'est une ECC82, donc une 12AU7. Et ça, c'est un peu rigolo, c'est un package métallique qu'on trouvait dans les vieux amplis Fender des années 50, une 6SJ7. J'espère juste que la caméra a correctement focus, parce que sinon c'est vraiment moche. La plus connue des lampes de préamplification, c'est incontestablement la 12AX7. Ça, c'est pour la dénomination américaine. La dénomination européenne, ça sera ECC83. Cette lampe a un gain maximum de 100, c'est-à-dire que globalement, vous n'aurez pas plus de gain que x100 lorsque vous utilisez cette lampe. Et globalement, à cause de la conception, vous n'aurez pas toujours 100. Ça dépend des composants qu'il y a autour. Ça, c'est un premier piège qu'on voit souvent en ligne. C'est oui, gain de 100, gain de 30, etc. Ouais, mais en fait, ça dépend du montage. On peut aller jusqu'à 100, c'est vraiment le maximum de la lampe, mais souvent, on n'est pas à ce niveau-là. Donc, je vais rester sur ce qu'on trouve sur les forums en disant le gain maximum des lampes, mais sachez que c'est vraiment que dans le cas où il y a vraiment le circuit qui va avec pour lui permettre d'atteindre ce gain-là. Et généralement, dans les amplis, c'est pas le cas. Donc la 12AX7, elle est là uniquement pour faire du gain. Elle est forte pour faire du gain en tension, mais elle n'est pas capable de sortir énormément de courant. Donc c'est pour ça qu'on la trouve souvent dans nos amplis de guitare, pour amener le signal de guitare à un niveau suffisamment élevé, de façon à ce que derrière, l'amplificateur de puissance puisse travailler correctement. Cette lampe, on s'en sert aussi pour avoir de la saturation. Donc en gros, c'est pas compliqué, on la prend, on en met 2, on en met 3, on en met 4, et quand on finit chez Mesa Boogie avec du high gain, on a 5. Donc là, ça commence à faire quand même pas mal de lampes. La deuxième lampe, c'est la 12AT7, qui a un gain maximum de 60. Donc elle a moins de gain que la 12AX7. On la connaît en Europe sous le nom de ECC81. Cette lampe, elle est capable de sortir plus de courant, alors que la 12AX7 était quand même vachement limitée. Donc on va la retrouver surtout lorsqu'il y a besoin d'un petit peu de gain et d'un petit peu de courant à la fois. Par exemple, dans un driver de tank de reverb. Donc dans les amplis Fender modernes, on utilise une 12AT7 pour attaquer la reverb et avoir suffisamment de courant qui traverse le tank pour mettre en vibration les ressorts. C'est vraiment le concept de base du truc. La 12AT7, on la retrouve aussi en boucle d'effet, assez régulièrement, et en inverseuse de phase. Alors la lampe inverseuse de phase, pas de panique, c'est juste une position dans l'amplificateur. C'est lorsqu'on a plus qu'une lampe de puissance, par exemple 2, 4, 6, 8, on va séparer d'un côté les lampes qui s'occupent de la partie négative, de l'autre celles qui s'occupent de la partie positive. Donc toujours par paire en fait. On va avoir une d'un côté, une de l'autre, deux d'un côté, deux de l'autre, trois d'un côté, trois de l'autre, en fonction de combien de lampes on a. La lampe inverseuse de phase, elle sert à ça, à en gros dire qui va amplifier quoi à quel moment. Enfin, la 12AU7, connue aussi sous le nom de ECC82, c'est une lampe qui a très peu de gain, un gain maximum de 20 environ. Cette lampe-là, elle est un peu particulière parce que du coup, comme elle amplifie pas beaucoup le gain, elle est conçue beaucoup plus pour amener du courant. Et amener du courant, ça veut dire globalement que deux choses. Soit elle est excellente en buffer, elle est vraiment meilleure qu'une 12AX7 ou même une 12AT7, donc elle sera parfaite pour un bon send, un bon niveau de send sur votre boucle d'effet, typiquement.
Et l'autre option, c'est de s'en servir pour amener suffisamment de courant pour des lampes de puissance, parce que des fois, les lampes de puissance demandent vraiment beaucoup de courant. La 12AU7, on la retrouve assez régulièrement dans les amplis de basse, du coup pour driver les lampes de puissance, en plus de l'inverseuse de phase. Donc on va avoir par exemple une 12AT7 en inverseuse, deux 12AU7 pour driver les lampes de puissance. Bon, ça c'est les trois principales lampes de préampli, mais il en existe d'autres. Par exemple, la 7025, c'est comme une 12AX7, mais avec moins de bruit. Pareil, la 12AY7, elle est un peu particulière dans le sens où elle est peu microphonique. Donc elle va être très peu sensible aux vibrations mécaniques. Si vous tapez d'un coup sec sur votre ampli, elle va pas avoir tendance à propager la vibration en électricité. Par contre, elle a un gain que de 40 au plus, et du coup, c'est pas super pratique dans un ampli de guitare, mine de rien. Ça permet pas d'avoir une belle saturation. En revanche, elle est pratique si vous voulez remplacer une 12AX7 par elle, pour avoir moins de gain sur un canal saturé qui est un peu trop violent. Donc moi, je la recommande sur les amplis high gain pour baisser le niveau de gain que vous allez avoir. Ou alors, si vous trouvez que globalement votre ampli est trop fort, vous pouvez remplacer la première lampe par une 12AY7 pour baisser le niveau, et avoir plus de progressivité sur le volume. Coucou Fender, c'est pour toi. Toutes les lampes dont je vous ai parlé jusqu'ici, elles sont doubles, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, vous avez en fait deux triodes, pas une. C'est pratique, ça permet d'avoir deux sections d'amplification par lampe. Du coup, on peut avoir aussi parfois des mélanges, par exemple l'ECC 832 et la 823, qui mélangent une ECC 83 et une 82. Donc c'est un peu bizarre, ça fait un peu des deux si vous voulez. On va pas s'embêter avec ça. La dernière lampe dont je voudrais vous parler, c'est l'EF86 qui équipait les premiers amplis Vox. Et ouais, les amplis Vox utilisaient cette lampe un peu bizarroïde, qui a pour particularité d'être une pentode. Donc elle a en fait beaucoup de gains. Et elle conserve aussi énormément les aigus. Donc elle a facilement des gains supérieurs à 200 dans les bons montages, et on peut monter beaucoup plus que ça. Et ça explique aussi pourquoi est-ce qu'on dit qu'elle est microphonique. C'est qu'en fait, avec un gain tellement élevé, dès qu'on tape pas loin de l'ampli, elle va venir amplifier la moindre vibration. Donc ça, c'est le défaut de cette lampe-là, quand on s'en sert pour avoir énormément de gains. Attention cependant, l'EF86 n'est pas compatible avec les autres, donc vous pourrez pas remplacer une 12AX par une EF86. En revanche, les 12AX quelque chose peuvent être remplacées les unes par les autres globalement sans trop de problèmes. En gros, ça cassera rien, mais vous aurez peut-être pas le résultat que vous voulez. Alors, des fois, vous allez vous dire, je remplace par exemple une 12AU7 par une 12AX7, j'ai plus de signal. Bah ouais, parce qu'en fait, le circuit permettait pas de le faire. Mais ça, vous pouvez pas le savoir sans regarder les schémas, c'est normal. Donc ça, c'est la seule chose que vous pouvez vraiment vous amuser à remplacer de temps en temps. Voilà, baisser, monter le gain en fonction des lampes que vous avez dans votre ampli, en les changeant. Ça n'abîmera rien, mais des fois, ça sera pas forcément ce que vous voulez. Je vous propose d'écouter la différence avec le petit ampli que je vais sortir juste derrière moi, juste pour vous montrer ce que ça donne une 12AX7, une 12AU7 et une 12AT7 dans un canal clair et dans un canal saturé. C'est très rapide, je joue très mal de la guitare, je sais, je m'en fous, c'est juste pour que vous écoutiez. Passons maintenant aux lampes de puissance. On va avoir deux grandes écoles, l'Amérique et l'Angleterre. Aux États-Unis, on va retrouver principalement la 6V6 pour les petits amplis Fender et la 6L6 pour les plus gros. Donc pour les petits, pensez par exemple Fender Princeton ou Fender Deluxe maximum. Pour la grosse, pensez plutôt Fender Bassman en fait. Les petites 6V6 utilisées seules vont donner à peu près 5 watts et en push-pull vont amener
plutôt dans les 12 watts. Donc c'est pas mal pour les petits amplis si vous voulez. Fender a aussi bien poussé le truc en attaquant beaucoup plus fort que tout le monde ses 6V6 dans son Fender Deluxe Reverb. Là on peut cracher 22 watts avec, ça commence à faire beaucoup. Ici celles-ci sont un chouille plus puissantes quand même. 8 watts seul, 40 watts par paire. Donc si vous en mettez 4, vous atteignez facilement les 80 watts. Là ça commence à faire beaucoup de volume sonore quand même. Donc si vous jouez de la basse c'est cool parce que vous saturez pas trop. Si vous jouez de la guitare, vous n'avez plus d'oreilles. En Angleterre, on a un peu des équivalents. Alors c'est pas exactement la même chose. C'est pas les mêmes lampes, elles ont pas la même tête. D'ailleurs je vais vous le montrer. Ça, c'est une 6V6 de chez Sylvania. Ça, c'est une EL84. Sa grande sœur, c'est l'EL34. Et globalement, on va avoir un peu les mêmes puissances entre EL84 et 6V6 et entre EL34 et 6L6. Chez Marshall, le fameux le JMP 1958 Lead et le Bluesbreaker, le fameux, utilisent des lampes EL84 comme celle que je viens de vous montrer. Ça génère, alors tout seul, environ 5 watts, et par paire plutôt aux alentours de 18-20 watts. Pour la forte puissance, on passe sur des EL34. Ça c'est relativement connu aussi, on en trouve un peu partout dans les amplis maintenant. Et ça va sortir tout seul à peu près 10 watts, et par paire à peu près 50 watts. Donc là ça commence à faire un peu plus aussi. C'est par exemple le cas du Marshall Super Lead Plexi 1959. Donc en gros, quand on vous dit le Marshall Plexi de 100 watts, c'est celui-là, quoi. Celui de Jimi Hendrix, exactement. Là, vous avez les 4 principales lampes que vous allez retrouver. Mais il y a pas mal d'autres lampes. Alors je vais pas entrer dans le détail, mais la famille des 65-50 et la famille des KT quelque chose, c'est un truc énorme. La KT 66, 77, 88, 99, 120, 150, je suis sûr qu'ils en ont inventé des plus puissantes. Tout ça, c'est une très grosse famille de lampes anglaises qui sont globalement, pour la plupart des tétrodes améliorées pour être aussi fortes que des pentodes, et du coup il y a des sons différents. Alors, je suis toujours un peu mitigé sur le son des lampes de puissance. C'est un truc qui fait assez de débat et je veux vraiment faire des tests pour voir s'il y a des grosses différences de l'une à l'autre dans un circuit parfaitement identique. Parce que très souvent, quand on dit « Ah ouais, mais c'est le son anglais !» Non mais tu comprends, c'est le son américain. C'est très sympa, mais accessoirement, vous avez tout le circuit qui change derrière, au niveau de la puissance, le préampli est complètement différent, l'égalisation est complètement différente, et le haut-parleur et le baffle sont complètement différents. Donc allez pas me dire que c'est juste la lampe de puissance qui définit le son global de votre ampli. S'il vous plaît. Pour parler de tout ce qui est justement différence de son, je préfère discuter avec quelqu'un qui a beaucoup plus l'habitude de fabriquer des amplis de puissance. Parce que moi j'ai beaucoup bossé sur des préamplis lorsque j'étais chez Effectrod en Angleterre, mais les amplis de puissance, je sais les designer, mais j'en ai pas fait 36 000. Ça coûte assez cher, faut des transformateurs, des lampes, etc. Du coup, je vous propose de discuter rapidement avec Benjamin Genot de la marque AMS Amplifiers en Belgique, qui saura à peu près globalement tout vous dire sur le différent son des lampes. Salut Ben, comment vas-tu ? Mais ça va super, et toi? Bah écoute, nickel. Je voudrais bien que tu te présentes avant de commencer du coup à répondre à mes questions. Écoute, je m'appelle Ben Genot, je suis fabricant de la marque d'ampli AMS Amplifiers en Belgique. Je suis technicien audiovisuel dans un premier temps, électronicien aussi. Et voilà, ça fait 16 ans que j'existe, donc, et 2 ans qu'on essaye, un peu plus de 2 ans qu'on essaie de faire connaître la marque partout en Europe et dans le monde. Chouette. Alors moi du coup j'ai découvert tes amplis il y a à peu près 2 ans justement par les publications sponsors sur Instagram qui sont passées sur mon fil. Donc comme on le disait tout à l'heure, c'est que ça a pas trop mal marché si c'est que ça apparu marche, sur mon c'est fil. que mon investissement dans les boosters méta fonctionne plus ou moins. Du coup ça fait 2 ans à peu près que j'ai découvert tes amplis. J'ai pu les tester et les entendre pour de vrai pour la première fois en novembre dernier au salon PALF qui est à Paris. Voilà, Ouais, au shop éphémère. Pour ceux qui étaient là à l'école Atlas, merci d'être venus, c'était chouette de tous vous rencontrer. C'est super cool, ouais. Et du coup, ça a plutôt bien matché, effectivement. Je trouve que tes amplis sont très chouettes. Il y a vraiment de l'innovation dedans. Il y a un grain, une caractéristique que j'arrive pas à retrouver sur les autres amplis du marché. Et du coup, c'est pour ça que je me tourne vers toi aussi pour répondre à mes quelques questions aujourd'hui. Avec plaisir. De toute façon, c'est clair que ça a bien marché entre nous à salon et ça me fait vraiment plaisir que tu m'aies contacté pour faire cette vidéo. Donc, je t'écoute. Du coup, la vidéo que je suis en train de tourner, ça porte sur les lampes électroniques. Là, le public, ils sont en attente parce que je leur ai promis les réponses d'un expert à mes différentes questions. Moi, je suis quelqu'un de
très sceptique globalement sur tout ce qui est sonore parce qu'on voit à peu près de tout et n'importe quoi sur les forums et pour moi c'est pas des sources Oui, c'est d'information vrai. très fiables. Donc C'est vrai. bon, je préfère me tourner vers des personnes qui savent. Et ma première question pour toi, Si c'est, je sais, on m- verra. Mais je j'ai un pense avis que en tout tu as cas. assez expérimenté là. J'ai un avis. La question que j'ai pour toi, c'est son américain versus son anglais. Alors moi, j'entends beaucoup Oui. parler de oui, il faut des 6V6 ou des 6L6 pour avoir un son américain, il faut des EL84 ou des EL34 pour avoir un son anglais. Alors c'est vrai qu'historiquement, c'est des langues qu'on trouvait que aux États-Unis ou que en Angleterre parce que bah, avec la distance, c'était cher à importer, c'était moins cher à fabriquer. Oui. Oui. Mais en dehors de ce côté historique, est-ce que tu penses que ça a véritablement un impact sur le son, on va dire avec le même baffle, avec le même circuit autour, le même préampli? Alors, si tu utilises, c'est une bonne question. À mon sens, si tu utilises le même préampli et que tu changes juste la lampe de puissance, il y a un impact énorme. Ok, Énorme. Ouais, vraiment. Donc, ça veut dire que si par exemple, je prends le cas par exemple d'un ampli clean que j'ai ici, où j'ai pu faire pas mal de tests, que j'utilise une EL34 ou une 6L, ou une 6L6 par exemple, qui sont les deux opposés qu'on connaît le plus souvent, ouais, les plus fortes puissances. j'ai un spectre qui est complètement différent entre une lampe et l'autre lampe, pour un même préampli, et même réglage, et même cabinet. Donc, même câble, même speaker, je teste les deux. Il y en a un qui va aller vers le médium, donc le L34 va aller plus vers le médium, un peu moins de bas, vraiment, vraiment plus vers les fréquences guitare naturelles, avec un haut du spectre qui est aussi assez différent, tandis que la 6L6, à mon sens, elle a un bas qui est beaucoup plus contenu, beaucoup plus, qui a plus elle a plus de headroom aussi. Donc pour les amplis clean, en général, on va avoir tendance à mettre plus une 6L6, voire une 6L6 GC. Là aussi, il y a des différences entre les différents types, on peut en parler si tu veux. Mais un grave beaucoup plus contenu et un haut du spectre beaucoup plus marqué aussi. Mais par contre, un médium plus pauvre que la EL34. Ouais. Donc oui, à mon sens, vraiment, la lampe de puissance peut vraiment amener un caractère à l'ampli pour le même préamp. Oui, absolument. Est-ce qu'on pourrait raccourcir un petit peu en disant que la 6L6 aura un son un peu plus hi-fi que le L34 en un sens? IFI non, parce que je fais aussi des amplis IFI, j'utilise des EL34, donc je peux pas dire ça. Oui, Euh, d'accord. Tu vois? Comme quoi ça marche Euh, bien sur les deux aussi, tu vois. Absolument. Pour des voix, la EL34 aura tendance à avoir quelque chose de plus naturel pour la voix aussi, tu vois? Donc dans un ampli hi ça marche très, très bien. Donc non, je pense que pour quelqu'un qui cherche beaucoup de headroom et un clean cristallin, c'est-à-dire un haut du spectre un peu fendérien et un bas assez important, surtout dans les combos, hein, on perd souvent des graves, donc on peut récupérer ça avec la 6L6 aussi. Je pense que la 6L6 conviendra mieux, sont plus américains, si on peut appeler ça comme ça, que le L34 qui est un son typé plus british, c'est-à-dire plus tranché médium, quoi. Plus slash, voilà, si on veut donner des références, plus slash par exemple, tu vois, quelque chose qui tranche dans un mix. Beaucoup plus difficile, à mon sens, de faire passer une 6L6 dans un mix qu'une 34 naturellement, tu vois. Ok, et là on parle bien sûr avec tout le reste équivalent autour, donc même transformateur de sortie, même Même circuit transfo, autour, même etc. réglage. Mes EQ à midi, je change pas. Je commence pas évidemment tweaker tout pour, tu vois, pour accentuer les médiums. Non, je mets tout au centre, boum, même volume, même tout, clap. Je mets la même guitare, même speaker. Évidemment, il y a une différence énorme. Je suis Ok. désolé. Non, non, mais t'inquiète. Je sais que j'étais énorme, hein. Ouais, oui, je suis déçu, mais en même temps, moi, je pars du postulat qu'il n'y a pas de différence. Parce que, comme je suis très critique, c'est mon point de vue de base. Après, Je euh, comprends. je suis quelqu'un qui n'aime pas le mythe du composant magique. De dire, il faut ce composant. Tu vois, une AN34A dans une clone Centaur, ceux J'allais te qui le disent dire. c'est exactement le composant qu'il faut, waouh, c'est incroyable. Moi, je suis pas d'accord sur ce genre de truc. Je suis pas d'accord Non, parce non, je que bah, comprends. déjà ça va à l'encontre d'un esprit cartésien que je pense avoir et je soumets plutôt ça à l'expérimentation en fait. Donc moi ce que je fais dans ce genre de cas et c'est ce que je pense que je vais finir par faire avec les amplis aussi du coup, bah, c'est que je prototype. Non seulement la nature de la lampe, pour moi, a un impact, donc le type de lampe, mais toutes les variations de marque et de modèle aussi, de modèle aussi, parce que en fonction pour une même marque, tu as par exemple des modèles de 6L6 qui sont des STR, tu sais, les short bottles comme ça, les toutes petites, Ouais, qui sont des imitations, par exemple, chez Tunxol des anciennes RCA, qui ne sonnent pas pareil que les grands formats. Donc, même au sein d'un même type de lampe, il y a des variations importantes. Bon, le spectre sonore, il y est. Le spectre, tu l'auras, mais des variations dans la réactivité, dans la dynamique, dans certaines lampes qui se comportent mieux en fonction de certains amplis. Moi, j'ai pu constater ça, ouais. Je sais pas, j'en ai sauvé en tout cas
pour certains types d'amplis, j'en ai sauvé peut-être une ou deux références de certaines marques. Par exemple, j'utilise dans mon modèle clean, si je veux beaucoup de puissance, beaucoup de dynamique dans le grave, en fonction du type de haut-parleur aussi, j'utilise la GG 6L6GC, qui est très très bien, beaucoup de puissance. Mais sinon, 90% du temps, j'utilise la Tongsol STR, donc la short bottle justement, un peu moins puissante, mais plus équilibrée, un peu moins dans les graves, beaucoup plus neutre en fait. Mais tu retrouves quand même ce spectre typique de la 6L6. Donc Ok. oui, il y a moyen de devenir complètement fou en fait, Ouais, je clairement, pense que si je dans commence à l'idée. tester Ouais. ça, ça va être assez compliqué de faire Ouais, tous ouais, les ouais. essais que je veux et tout. Et c'est de manière, c'est objectif, c'est-à-dire on peut se mettre à plusieurs et on entend vraiment des différences. On n'est pas là en train de dire ouais, il faut que j'entende quelque chose parce que tu Ouais. vois? Non, pas du tout. Il y a une vraie différence audible et ça, c'est peut-être beaucoup plus flagrant encore qu'une diode ou que des composants électroniques. Ici, c'est vraiment tu prends la lampe, tu fais le même bias, tu gardes les mêmes réglages et ouais, c'est évident, quoi. Donc c'est intéressant, Yes, très bah, intéressant. je pense que je ferais ça à l'occasion. Je me montrais un petit châssis à la con avec même transfo de puissance, de sortie. Je ferais tout pareil dedans, un préamp ultra basique, voire pas de préamp, tant qu'à faire. Ouais. Et juste des sockets pour pouvoir mettre de l'EL84. Alors même si le transfo sera un transfo de 50 ou 100 watts, de l'EL84, de la 6V6, différents modèles si je veux, et derrière passer ça dans un analyseur pour voir s'il y a vraiment des différences mesurables en plus. Que moi, Ah oui, oui, si tu me dis que c'est audible, je veux bien te croire. Si tu me le mesures en plus, c'est gagné. Ça veut je dire suis qu'il y a certain que tu vas le effectivement des mesurer. différences. Par la Ouais, 34, voilà. tu vas le mesurer, c'est sûr. Le courant en plus est complètement différent. Sa puissance est un peu différente, bien que ce soit inaudible. La puissance entre une OL34 qui a 17 watts et une qui en a 25, tu vois, franchement, il faut y aller pour entendre des grosses différences. Mais oui, je suis certain, je suis curieux de test et ce que tu vas me dire. C'est encore plus flagrant probablement en fonction des types de classes d'amplification, si tu l'utilises en cathode bias ou bien en bias réglable. Et si tu l'utilises en cathode bias, c'est encore plus flagrant entre l'EL84 et la 6V6. La compression est différente, le haut du spectre est radicalement différent. Là, tu ne peux vraiment pas hésiter 30 secondes entre les deux lampes, quoi. Une 84, je pense que les yeux fermés, je la reconnais Ah dans oui, tous les cas, carrément. quoi. Vraiment, ouais, ouais, vraiment. Ça, c'est une 84, elle a un spectre tellement spécial dans le haut du spectre et même dans l'attaque et dans la dynamique que maintenant je la reconnais parmi toutes les autres, ouais, je pense. Elle est atypique, cette lampe, et capricieuse. Ouais, tout à fait. Est-ce que tu trouves qu'il y a aussi une grosse différence entre les faibles et les fortes puissances habituelles? C'est-à-dire, est-ce que tu trouves que la 6V6 a vraiment une différence par rapport à la 6L6? Donc faible et forte puissance côté américain, on va dire. Et est-ce que le L84 a de fortes différences avec le L34? Encore une très bonne question. 6L6, 6V6, négligeable, Ok. sauf l'utilisation. Problème de la 6V6, elle est souvent utilisée en cathode bias, assez souvent, sauf certains Fender où le bias est réglable. Donc là, la compression est complètement différente. Et elle aura tendance à s'écraser plus vite qu'une 6L6, parce que 6L6, tu l'utilises très rarement en cathode bias, donc en bias automatique pour ceux qui nous suivent. C'est-à-dire pas de réglage, tu mets les lampes, le bias se fait auto. Et ça amène toute une série d'avantages, mais aussi une série d'inconvénients. C'est la compression naturelle, ce que ça implique quand tu n'as pas de réglage de bias, moins de headroom, et donc un parti pris en fonction de certains cas et certains types d'amplis. Donc je dirais, pour répondre à ta question, 6L6, 6V6, beaucoup moins marqué si on prend un réglage bias réglable, la puissance va changer, le spectre, on est clairement dans la même famille. Par contre, EL84, EL34, c'est plus marqué. On est clairement dans le même type de médium, c'est la même idée, mais le haut du spectre est assez différent. La 84 va beaucoup plus haut dans le haut du spectre. On a ce petit côté high peak, tu vois, hein, vraiment que tu retrouves pas dans la 34, quoi, qui est vraiment plus dirigé médium en fait. Donc capricieuse, faut apprendre à l'apprivoiser pour pouvoir l'intégrer dans certains amplis et savoir comment l'intégrer, bien que souvent elle soit utilisée en cathode bias justement, donc elle va aussi avoir tendance à compresser beaucoup plus vite et avoir peu de headroom. Il y en a, mais c'est pas des lampes qui sont prévues pour avoir un gros headroom, quoi. Par rapport à une 6 et Ouais, 6, c'est voilà. négligeable. De toute façon, les lampes, on va dire faible puissance, en l'occurrence, donc 6V6 EL84, elles auront moins de headroom naturellement que les lampes plus forte puissance, parce que elles sont juste pas faites pour, quoi. Non, exactement, exactement. Mais la 34 a plus de headroom dispo que la 84. Si par exemple je prends deux lampes L34 en bias réglable, bias fixe donc,
et que tu prends 4 L84 pour faire la même puissance, tu vois, en cathode bias, le clean sera beaucoup mieux sur le L34, à mon sens, que sur tes 84. Est-ce que tu as pu tester du coup les lampes, donc la fameuse triode de puissance 300B, mais pour de la guitare? Parce que d'habitude on la voit arriver en hi-fi. Et est-ce que tu as pu tester les séries KT et les lampes un peu différentes, genre les 65-50, etc. C'est particulier que tu me parles de la 300B, c'est une lampe que j'utilise dans mes amplis hi-fi, dans ma gamme hi-fi. Pour moi, c'est la reine de la lampe en hi-fi. Encore une fois, en classe A, bien que je rêve de faire un push-pull 300B avec des transferts interétages un jour, mais pas pour l'instant, j'ai assez de boulot. Pour l'instant, en classe A, 2 fois 9 watts, l'ampli fait déjà 25 kg, donc on est bien. Pour moi, c'est la reine de la lampe au niveau musicalité. En classe A, c'est fantastique. Est-ce que j'ai déjà essayé ça dans un ampli guitare? Non. Est-ce que je pense que ça peut fonctionner? Oui. Je le ferai pas. C'est une lampe qui est définitivement hi-fi. Et les lampes qui ont tendance qui a fonctionné pour la hi-fi, je les utilise pas pour la guitare. Ça enlève de la vie, je trouve. Ça enlève de la vie dans l'ampli, il y a pas assez de défauts. La KT88, je sais que beaucoup l'utilisent pour la pêche qu'il y a dans le bas du spectre, mais il se passe pas grand-chose. Genre, quand je joue un ampli quand je teste des KT88, pardon, dans des préamps, souvent après 3 minutes, je mets ma guitare au mur, je fais ouais, c'est bien. Voilà, quoi. Mais Bon, ça c'est marche, bien, mais ça t'éclate pas, c'est quoi. linéaire, c'est bien partout, même utilisé en triode, c'est bien, mais ça marche. Mais je suis pas comme un fou. Je parle de la 88. C'est valable pour la KT120, la KT150, ce sont des lampes qui sont super en hi-fi. Voilà, KT120, je l'utilise pour mon ampli basse. Oui, voilà, j'allais te dire, vu que c'est très hi-fi, peut-être que ça marche mieux sur basse aussi. Mais voilà, toutes ces lampes KT, tétrode, faisceau dirigé pour la hi-fi, encore une fois, ça dépend comment tu les utilises. En ultra linéaire, je ne le ferai jamais. Non, parce que c'est pas l'idée d'un ampli de guitare d'être ultra linéaire, c'est dans le nom, hein, Voilà, on pas veut du de la tout, mais disto, hein. voilà. Donc en mode triode, ouais, tu perds un peu de puissance, mais en mode triode, c'est très intéressant, mais pas pour mes amplis. Je n'ai pas trouvé ça. Je dis pas que c'est un choix qui est tout pourri, hein, parce qu'il y en a plein qui le font. Mais moi, en tout cas, dans mes amplis, j'ai jamais trouvé que c'était waouh, il se passe quelque chose de dingue. Du coup, tu as parlé d'un truc intéressant aussi, je trouve, c'est la notion de triode pentode. Alors, pour ceux qui ont regardé la vidéo qui précède celle-là, donc celle qui explique les différentes lampes électroniques et qu'est-ce qu'on retrouve, ça va paraître un peu bizarre de dire, mais attends, il y a un mode triode sur une pentode. En fait, oui, il y a certains montages qui permettent de simuler, de faire fonctionner l'impatode comme une triode. Donc en gros, on connecte, alors si je dis pas de bêtises, on connecte la grille d'écran, donc celle qu'on a à la fois sur les tétrodes et sur les pentodes, à l'anode, et vu que les deux se mettent à attirer les électrons, les deux se comportent en gros comme une grosse anode. Et C'est c'est ça, ouais. un peu comme si tu repassais sur une triode, parce qu'en fait, tu as connecté deux grilles, en gros. Exact. Bah, c'est pareil pour les 84. Tu peux l'utiliser en pseudo-triode, même en classe AB1. Et c'est un peu ça, ouais, tout à fait. Alors ça C'est serait le une autre principe. vidéo encore, les classes d'amplification. Parce qu'il y en a tellement un paquet que... mais du coup, pour revenir à cette histoire de triode pentode, donc souvent dans certains amplis, on retrouve le switch triode pentode à l'arrière. Oui. Qu'est-ce que c'est, toi, ton ressenti par rapport à ce switch-là? C'est très difficile ce que tu me poses comme question, hein. Vraiment, ouais, c'est vraiment très très difficile. Est-ce qu'on n'avait pas ça dans un Mesa à l'époque? Je sais qu'il y en a de moins en moins qui le font. Ben justement, ça te change ces connexions à la lampe de puissance. Le ressenti est différent. J'ai toujours préféré, moi, les modes triode pour leur côté plus musical, plus vivant. Je ne sais pas pourquoi. Même si parfois, dans certains cas, tu as aussi un peu moins de puissance dispo, hein. Euh, il se passe quelque chose et c'est au niveau du ressenti. Donc, objectivement, là, ça serait difficile de donner un indice. Mais à chaque fois que j'ai branché un ampli en triode ou pentode, je fais, ouais, je préfère le triode. Ouais. Je branche le truc, je reste là-dessus. Il se passe quelque chose de dynamiquement différent dans un mode comme dans l'autre, et je préfère le mode triode, c'est subjectif. Et je pense qu'il faut laisser à chacun l'appréciation s'ils ont accès aux deux modes. Bah, merci beaucoup, Ben, pour toutes tes réponses. Là, on a quand même pas mal parlé. C'est spontané, voilà, on part un peu dans tous les sens, ça va peut-être fatiguer tout le monde ou pas. Et donc voilà, écoute, moi je suis dispo quand tu veux, si tu as besoin de discuter sur certains sujets ou bien d'avoir mon avis simplement sur certains aspects techniques des amplis, n'hésite pas, quoi. C'est vraiment gentil. Merci beaucoup, Ben. Je pense que c'est pas la dernière fois qu'on te verra sur mes vidéos. Quand tu veux, avec plaisir.
Dernière catégorie de lampes électroniques, que vous allez retrouver sur certains amplis seulement, mais pas toutes, les lampes de redressement. C'est les lampes que vous avez dans l'alimentation. Alors, elles ont très souvent le même socle que les lampes de puissance. Pareil, si vous les échangez, ça marchera pas. Vous risquez d'abîmer en plus votre ampli, voire vous, ce qui serait quand même assez dommage. Les lampes de redressement, lorsqu'il y en a, ont une caractéristique assez particulière. En gros, c'est elles qui viennent amener du courant dans le circuit électrique et alimenter tout ça correctement. Mais elles sont très loin d'être parfaites comparées à leurs équivalents modernes, donc les diodes électroniques à semi-conducteurs. Ça, c'est ce que vous allez avoir dans les amplis plus récents, si vous voulez. Les diodes à vide comme celle-ci, elles sont globalement pas très bonnes. Elles ont tendance à avoir un effet un peu rigolo, c'est que lorsqu'il y a trop de courant qui est demandé, elles n'arrivent pas à le fournir, et elles vont chuter en tension. Et du coup, cet effet de trop de courant égale je baisse la tension, ça va avoir tendance à réduire le gain des amplificateurs à lampe. Et au passage, du coup, de créer de la compression. Si vous attaquez comme un cheval votre ampli de puissance, celui-ci va commencer à demander beaucoup de courant à la lampe de redressement, et celle-ci sera globalement incapable de le fournir. Et du coup, qu'est-ce qu'elle va faire pour compenser ce courant qu'elle ne peut pas amener? Elle va faire chuter sa tension. En gros, l'ampli de puissance, il fait une balayette à la lime. C'est aussi bête que ça. Conclusion, vous allez avoir un effet de compression naturelle qu'on appelle le sag. Et ça ne marche vraiment qu'à fort volume. Vous n'allez jamais avoir de sag sur un ampli à bas volume. Et pareil, ça ne marche que lorsque vous avez des lampes à vide dans l'alimentation, des diodes à vide, et pas des diodes à semi-conducteurs qui n'ont pas ce phénomène-là. On va parler juste de 4 lampes de redressement, les plus classiques, et à quel point elles ont ce niveau de compression, ce sag si caractéristique des amplis vintage notamment. La première, j'en ai un exemple ici de la marque RCA, c'est la 5Y3 GT. Alors GT, ça veut juste dire que c'est glass tube, donc en gros c'est un tube en verre. C'est aussi bête que ça. Quand on n'a pas le GT, ça veut dire que c'est un tube en métal, comme celui que je vous ai montré un petit peu avant pour les préamps. La 5Y3 est faite pour les faibles puissances. C'est assez logique qu'on retrouve ça que sur les petits amplis chez Fender, typiquement. C'est elle qui aura le plus le phénomène de compression quand on pousse un ampli. Un exemple super, c'est le Fender Champ. Typiquement, c'est un ampli qui est super simple, il y a une 12AX7, une 6V6 et une 5Y3. Seulement 3 lampes, et quand on le pousse, la vache, ça tabasse. Le Z81, c'est une lampe qu'on va retrouver sur les amplis de chez Marshall et Vox, donc principalement anglais, et qui aura pour le coup, à l'inverse, très peu de sag. Donc elle va avoir un son qui est très neutre, très clean, et elle aura tendance à permettre suffisamment de courant dans le circuit. Donc elle va pas trop compresser. C'est pas ça qui va amener la compression sur ces amplis en fait. Sur les petits Marshall et les petits Vox, la compression elle vient surtout du fait que les lampes de puissance, elles sont suralimentées. Chez Vox, c'est tellement alimenté qu'il faut changer les lampes quasiment tous les 3 concerts. Le truc il crame trop, il est juste pas bien conçu. Un autre truc à pas oublier, c'est que la compression, ça marche aussi au niveau des oreilles. Si vous jouez super fort l'ampli, ok il compresse. Le haut-parleur lui-même il va compresser et colorer le son, mais vos oreilles elles sont pas capables de réagir de la même manière non plus. Passons à la 5U4, qui est une lampe un peu moins connue pour le coup, mais qu'on retrouve dans certains vieux Mesa et des trucs comme ça. C'est une lampe qui est capable de sortir beaucoup plus de puissance que ses petites sœurs. Elle, on va du coup la retrouver sur les amplis plutôt high gain, avec souvent 2 grosses lampes de puissance ou 4 grosses lampes de puissance. Par contre, elle a pas mal de sag, elle va quand même avoir cette espèce de phénomène de compression. Sa grande sœur, la GZ34, est capable d'amener à peu près le même niveau de puissance, mais avec beaucoup moins de sag, et c'est elle qui sera la plus clean des 4 lampes que je vous ai citées. Donc un ampli avec GZ34, ça va être par exemple certains vieux Vox, mais aussi des amplis Selmer et les amplis Mesa Boogie, etc. Donc là, les fameux dual rectifier, en fait c'est ça, rectifier en anglais c'est l'anglais pour redressement. Single, dual et triple rectifier, ça veut donc dire qu'on a 1, 2 ou 3 modes de compression pour le redressement, pour l'alimentation. Et typiquement, le dual rectifier permet de passer d'une GZ34, donc une lampe avec quand même du sag, mais pas beaucoup, à des diodes à semi-conducteurs, qui là pour le coup ont absolument aucun sag. Donc en gros, on va avoir un son qui va compresser à fort volume, qui sera plus vintage, légèrement, et un son qui est beaucoup plus moderne et qui ne compressera absolument pas. J'espère que ce petit tour d'horizon des lampes vous aura plu et que les exemples audio illustreront suffisamment bien ce que je veux vous faire passer comme message. En gros, vous pouvez vous amuser un petit peu avec les lampes de préamp pour changer leur gain en changeant de modèle. Mais pour les autres, vous pouvez pas faire grand chose. De toute façon, il faut un technicien qualifié pour travailler dans l'alimentation et dans les amplis de puissance.
C'est pareil si vous voulez modifier votre ampli à lampe, soit vous apprenez, vous faites super attention, soit vous passez par un technicien qualifié parce que c'est juste pas possible. Si vous ne voulez pas rater la prochaine vidéo qui expliquera pourquoi est-ce que je considère que la plupart des pédales à lampe sur le marché sont des arnaques, abonnez-vous et partagez la vidéo si elle vous a plu. Peut-être que vous connaissez des guitaristes ou des bassistes qui souhaitent en apprendre un petit peu plus sur comment fonctionnent leurs pédales, comment fonctionnent leurs amplis. C'est l'occasion, l'objectif de la chaîne, ça reste de vulgariser l'électronique pour permettre à tout le monde de décrypter les arguments marketing qu'on trouve dans le marché. Pour ma part, je vous dis à la prochaine, amusez-vous bien et bonne musique!